faits d'armes ne sont pas des faits divers. L'engagement dans le métier des armes n'est pas un job comme un autre. Les jeunes qui choisissent chaque année de nous rejoindre le savent bien. C'est d'ailleurs souvent l'un des motifs de leur engagement. Dès leur arrivée dans ce nouveau monde, un choc se produit. Ils découvrent un nouvel univers rempli de normes, d'histoires, de traditions, de symboles et d'usages. Dès le départ, il leur faudra maîtriser ces nouveaux codes pour s'intégrer dans leur nouvelle famille et partager une véritable fraternité d'armes. C'est notamment grâce à vous, leur cadre de contact, qu'ils découvriront ces éléments qui donneront naissance à leur nouvelle identité, celle de soldats de France. Mais pour que ce processus d'acculturation soit efficace, encore faut-il que leurs chefs parviennent à mettre ce nouvel environnement à leur portée. Nous allons tenter de vous y aider en voyant pourquoi il est si important d'expliquer l'histoire et les traditions militaires aux jeunes soldats et en découvrant comment y parvenir. Nous insisterons sur la notion de sens à donner à leur engagement qui dépasse le simple contrat de travail. Le soldat, l'homme en général, n'est pas un poisson rouge qui tourne dans un bocal sans mémoire. L'histoire, ça concerne tout le monde, du soldat au général. Le soldat est un citoyen. Et donc son rapport à l'histoire, au pays, à la mémoire est similaire au citoyen. Derrière ce drapeau, derrière cet étendard, derrière cette fourragère, il y a une histoire, et derrière cette histoire, il y a des valeurs. Et donc finalement, ce qu'on veut transmettre, ce sont nos valeurs. Des valeurs dont on ne parle pas nécessairement facilement dans un autre univers, en particulier dans le milieu civil. Ce sont des valeurs du sens du service, des valeurs de cohésion, le sens du sacrifice, des valeurs qui tirent vers le haut, la nation, la patrie. Mais quand on lui propose ces valeurs-là, on se rend compte qu'il n'attend que ça et qu'il y adhère spontanément très vite. Et finalement, qu'il s'y accroche, qu'il se les accapare. Et finalement, il en est extrêmement fier. Tout simplement parce qu'elle tire vers le haut. Elle monte le cœur de l'individu. Le patriotisme, c'est fort. Pourquoi il a été galvaudé? Peut-être parce qu'on l'a associé à d'autres mots plus péjoratifs, comme le nationalisme. Ça me rappelle la phrase de Romain Gary qui disait « Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. » Et ça, on est capable de l'expliquer. Et quand on est capable de faire la différence, on revient à la valeur des mots. Vous savez, j'étais sous-directeur du recrutement pendant 3 années. Et à ce titre, j'ai visité l'ensemble de mes centres de recrutement, tous, au moins 2 fois. Et au sein de ces centres, j'ai rencontré beaucoup de ces jeunes. Je les ai vus rentrer dans l'environnement militaire qui était reconstitué dans ces centres. Je les ai vus écarquiller les yeux. On les a vus poser des questions. Et on sent qu'ils sont en attente de quelque chose. Quand ils rentrent dans cette démarche, ils ne savent pas trop où ils vont, quelquefois, mais ils sont particulièrement attentifs à ce qu'on va leur proposer. Donc oui, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur propose des idéaux, qu'on leur propose des valeurs. Et c'est toute la difficulté, parce que quand cette attente est déçue, il y a un phénomène de déception qui provoque un départ. Alors, il faut à la fois remettre leur vision au bon niveau, parce qu'elle est nécessairement sublimée, mais tout en la portant par ces valeurs et ces idéaux qui sont venus chercher, mais qui ne sont pas en mesure d'exprimer. J'avais fait l'expérience, quand je commandais un bataillon d'élèves sous-officiers à Saint-Mexan-École, de leur demander leur motivation le premier jour où ils rentraient. Et on leur posait la même question 8 mois après. Il fallait voir la différence d'expression qui était la leur. Ils avaient intégré dans leur vécu toutes ces traditions, toutes ces grandes valeurs qu'on leur avait inculquées. Ils avaient mis des mots dessus et quelquefois simplement, ils avaient structuré leur envie. Alors je me suis engagée dans l'armée parce que j'avais besoin d'aventure, de me sentir utile.
Je suis venue chercher de la rigueur, une bonne cohésion, un esprit de groupe. Voilà, on va tous ensemble dans la même direction. Évidemment, 4 mois après, les choses ont complètement évolué. Et souvent, les parents nous disent « Je ne reconnais plus mon enfant, c'est plus le même. C'est un homme maintenant. » Les parents visualisent physiquement et intellectuellement chez leur enfant une évolution. Cette évolution, elle est bien sûr due à l'activité sportive, physique, à l'environnement, à la vie en collectivité, mais elle est aussi due à la transmission de ces valeurs que ces jeunes se sont appropriés et sont en cours d'appropriation et qu'ils rayonnent au sein de leur famille. Ça saute aux yeux. Ce ne sont plus les mêmes individus. On les a transformés positivement. Bien, on ne la trouve pas obligatoirement dans les livres d'histoire, ceux de la fac ou du lycée. On la trouve dans les plis de l'étendard ou du drapeau. On la trouve dans la salle d'honneur. On la trouve dans le récit des anciens. Cette histoire, c'est une continuité, c'est une généalogie. Et le soldat d'aujourd'hui s'inscrit dans une histoire familiale. Et cette histoire, c'est une appropriation de l'histoire d'une famille, de l'histoire de la famille de son régiment, de l'histoire de la France. Le devoir de mémoire, la mémoire, l'histoire, qu'est-ce qui en est de toutes ces notions ? Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. L'histoire et la mémoire sont finalement deux choses assez différentes. L'histoire est une science, pourrait-on dire, qui tend vers l'objectivité, qui va nous donner des éléments de compréhension, des éléments factuels. La mémoire, c'est autre chose. La mémoire, c'est, on pourrait dire de manière un peu humoristique, c'est le passé au filtre de l'oubli. Et puis il y a encore autre chose, c'est le devoir de mémoire. Alors là, le devoir de mémoire, il y a quelque chose de très net, c'est lié au mot employé par Primo Levi à propos de la Shoah. Il faut justement ne pas oublier. Il faut garder en mémoire l'indicible. Donc l'histoire, la mémoire, le devoir de mémoire, ce sont trois approches légitimes mais différentes. La célébration, c'est quelquefois la glorification. Je préfère le mot commémoration. Commémorer, se souvenir avec. Se souvenir avec les anciens. Se souvenir de ce qui s'est passé. Se souvenir de l'histoire. Le militaire va commémorer avec la nation et pas tout seul dans son coin. Pour les militaires, cela fait partie aussi de leur mission puisqu'ils vont participer à des prises d'armes, par exemple. Donc il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils se l'approprient. La différence, elle est peut-être là, sûrement. Et il y a aussi une différence de perception. Pourquoi le poilu a-t-il tenu ? Comment a-t-il fait dans la boue, l'adversité, la mort, la blessure, les ordres idiots parfois, les mutineries, toutes les difficultés ? Comment a-t-il tenu ? Il a tenu parce qu'il n'était pas individualiste, parce qu'il fonctionnait avec un esprit de corps. Que retenir de 14-18 pour un militaire ? C'est la constance dans l'effort, c'est l'abnégation et c'est l'esprit de corps qui permet d'arriver à cela. Les commémorations peuvent s'intégrer dans cet apprentissage de l'esprit de corps, et l'esprit de corps est une nécessité sur le terrain, est une nécessité au Mali, est une nécessité dans Vigipirate. Donc, intégrer l'histoire, intégrer la commémoration est un aspect de la préparation opérationnelle, puisque c'est une nécessité d'avoir un esprit de corps fort pour bien exécuter la mission. Les traditions sont partie intégrante de la préparation opérationnelle, comme savoir qu'est-ce que c'est l'étendard, comme avoir visité la salle d'honneur. Le deuxième niveau, ce sont, on va dire, les actes vécus dans le cadre et dans l'évolution normale de la vie du jeune militaire qui va commencer sa vie quotidienne. Donc c'est quoi ces actes vécus ? On les connaît tous. Hein. Ce sont les petites cérémonies traditionnelles qui vont ponctuer sa formation initiale. La remise des bérets, la remise des képis, la remise des fourragères, la rencontre avec la présentation à l'étendard du régiment ou au drapeau du régiment, la visite de la salle d'honneur, la visite d'un lieu historique proche de l'endroit de son régiment ou de l'endroit où il est formé. En fait, toutes ces petites étapes qui vont être comme des cailloux blancs, hein, qui vont ponctuer son chemin et qui vont devenir de plus en plus grands. Et c'est des cailloux sur lesquels il va pouvoir se référer, se structurer. Et par ce vécu de ces étapes-là, il va ressentir naturellement
cette espèce de transmission, ce passage dans un sas qui l'amène vers l'état de militaire. Mon colonel, les jeunes militaires du rang, les jeunes sous-officiers, les jeunes officiers qui achèvent leur cycle d'instruction initiale, une des premières cérémonies à laquelle ils participent, à laquelle ils sont même acteurs, ça va être la présentation à l'étendard, la présentation au drapeau, bref, à la présentation à l'emblème. Est-ce qu'il y a un sens véritablement à accorder à cette cérémonie, à cette première cérémonie? C'est une des premières cérémonies dans laquelle un jeune engagé va être présent, va être acteur. C'est un moment qu'il ne faut pas rater dans la compréhension, parce qu'il va se trouver face à un concentré d'histoire. Il va être lui-même un acteur de cette histoire. Il est intéressant, par exemple, pour illustrer ça, de prendre un tableau assez intéressant, c'est celui de Loustano, à la fin du 19e, où on voit la présentation de jeunes recrues à l'emblème. Dans ce cas-là, c'est un étendard, puis c'est le 6e régiment de cuirassiers, mais c'est exactement la même chose pour un drapeau dans l'infanterie. Que voit-on finalement dans ces choses-là? Alors, regardons ce tableau un petit peu ensemble. On a d'un côté du tableau, quand on regarde à droite, on voit les jeunes recrues avec un lieutenant. Ils sont au présenté sabre. On a à cheval le chef de corps, sabre à la main, en cuirasse, et à pied, la garde à l'emblème, avec les 3 couleurs nationales. Eh bien, on a là ce concentré, finalement, important des choses. Il y a l'emblème. L'emblème, ce sont les 3 couleurs nationales. C'est inscrit dans la Constitution de la France, les couleurs. Et puis, cet emblème, il y a aussi les noms de bataille. À travers ces noms de bataille, on n'est plus dans le domaine de la loi, on est dans le domaine de l'intime, de la relation entre le soldat et son histoire, du soldat et les anciens. Qu'ont fait ces anciens pour respecter la loi et être de véritables citoyens, les armes à la main? Eh bien, ils ont combattu et ont laissé un nom, parfois sur un monument aux morts, parfois dans l'histoire, et ont laissé un nom sur l'étendard ou le drapeau. Et donc, on va présenter aux jeunes recrues cette histoire-là, pour la rendre visible, pour la rendre palpable. Et en même temps, à travers cette histoire, les 3 couleurs, la devise, les batailles, cette délégation de la force venant du peuple, doit donner une fierté aux soldats. Il y a des traditions avec un grand T ou un petit T, avec un S ou pas d'S. Bon, j'ai parfois coutume de dire que les traditions sont parfois des conneries qui n'ont pas été sanctionnées le jour où elles ont été faites, qui auraient dû l'être, et puis ça continue. Mais la tradition, c'est autre chose. C'est l'ADN d'une unité. La tradition de l'artilleur, c'est pas la même du fantassin, c'est pas la même que celle du cavalier. Pendant 150 ans, les artilleurs, officiers en recrutement direct, ont été formés à Polytechnique. Une formation rigoureuse, technique, mais aussi une ouverture sur le progrès, sur le monde. Ce n'est pas la même chose que ce qui a pu être fait à la même époque dans l'infanterie de ligne ou à Saumur. Eh bien, ceci, des dizaines et des dizaines d'années après, se ressent dans le style de commandement. L'ADN, c'est le style de commandement. La tradition, c'est aussi le style de commandement. Donc il y a là des identités propres qui forment l'esprit de corps. Mais en même temps, ces identités, elles doivent fonctionner de manière fédérative dans l'interarme. Puisqu'aujourd'hui, on fonctionne dans un système interarmes. L'interarme doit prendre en compte ses spécificités, doit s'en nourrir et doit trouver un système fédérateur. Rien ne doit être exclusif. Être content de soi, fier de soi, ce n'est pas exclure les autres. Mais il peut arriver que parfois on ait tellement envie de s'attribuer une identité qui nous est propre qu'on en vient à inventer une histoire qui n'est plus vraiment l'histoire finalement. Il faut faire très attention aux fausses histoires, aux fausses traditions. Ces fausses traditions, ce sont des choses, des mythes qui font des trous à l'histoire. On pourrait prendre quelques exemples. Les fameux 3 chevrons des régiments disciplinaires ou semi-disciplinaires. Ça me fait sourire quelquefois. Ça me fait sourire depuis 30 ans. En 1941, la France est occupée. Dans la partie sud, il y a un gouvernement de Vichy avec une armée d'armistice à 100 000 hommes. En Afrique du Nord, ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui sont des territoires français. Il y a une autre armée qu'on appelle l'armée d'Afrique. Et
l'état-major essaie de berner les Allemands sur les effectifs, en leur expliquant que non, que ce n'est pas des métropolitains, que c'est de l'armée d'Afrique. Et les Allemands disent, bon, il y en a assez de vos affaires-là, je voudrais un signe distinctif pour savoir qui est de l'armée de 100 000 hommes en métropole et qui est de l'armée d'Afrique. Donc on met un troisième chevron sur les régiments au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Donc tous les régiments. En Tunisie, il y a les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Il y en a 3. Ce sont des bataillons dans lesquels on met, comme on disait à l'époque, les mauvais garçons, repris de justice, sortant de prison. C'est un peu disciplinaire, c'est même très disciplinaire. Et ces 3 bataillons portent les 3 chevrons. Comme les autres. Comme les autres. Mais les autres, ils ne sont pas disciplinaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a retenu? Mais finalement, uniquement l'image de ces 3 bataillons. Et quand on regarde des régiments aujourd'hui, le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, à la Valbonne, n'a rien de disciplinaire. Il est héritier d'un régiment mis sur pied durant cette période-là en Afrique du Nord, mais n'est pas disciplinaire. On trouve les mêmes choses, ces mythes qui font de Troie l'histoire. On n'a jamais inventé une fourragère noire pour la donner à quelqu'un, à une sentinelle, qui aurait tiré et tué, en appliquant les ordres, quelqu'un. Ça n'existe pas. Parfois, on entend parler des 2 rubans derrière le béret et les veuves. Mais non, ça n'existe pas. Le train. Ah, le train. T-R-A-I-N. Ce n'est pas un acronyme. Ce n'est pas les troupes de ravitaillement des armées impériales et napoléoniennes ou que sais-je. Non, non, le train, ça existe avant la SNCF. Vous avez peut-être chanté, étant enfant, ce matin j'ai rencontré le train, les trois grands rois qui partaient en voyage. Eh bien, c'est ce train-là, c'est-à-dire un convoi de chevaux, un convoi de mulets qui va transporter les impedimenta, comme disait l'armée romaine. Ben, c'est ça le train, ce sont des transporteurs, c'est la logistique. Mais c'est un vieux mot. Mais comme on a oublié quel était le vieux mot, on invente un acronyme, puisqu'on est dans une armée pleine d'acronymes, mais on invente un acronyme qui n'a plus de sens. Et en inventant un acronyme, on crée une fausse compréhension de l'histoire. Et on oublie la vérité. Et on oublie la vérité. Il y a encore une histoire dont on parle parfois, c'est cette affaire de devoirs qu'on doit aux généraux. Les devoirs que l'on doit aux généraux. Les généraux, il faut leur présenter nos respects, comme pour les autres grades. Tout à fait. Alors cette histoire de devoir vient d'une période pas très ancienne de l'armée française où certains voulaient mettre en doute la respectabilité de certains généraux pour certaines prises de position et donc finalement faisaient leurs devoirs mais ne les respectaient pas. Donc finalement aujourd'hui, présenter ses devoirs à un général, c'est lui dire que l'on ne le respecte pas. C'est lui manquer de respect. C'est lui manquer de respect. Pour qui meurt-on? C'est aussi une vraie question. Alors bien évidemment, pour la France, pour la nation, sûrement. Mais est-ce suffisant? J'aurais tendance à dire quelquefois que l'on peut mourir aussi pour l'idée que l'on se fait de soi-même et que l'on va regarder dans le regard des autres. On va mourir aussi pour son chef de groupe ou pour son chef de section. Et ce rapport est important. Mais où trouver cette force? Cette force, elle ne va pas descendre comme ça, tout seul, parce qu'on a dit « garde à vous ». On va la trouver parce que le soldat a intériorisé un certain nombre de choses. Et cette intériorisation, il va la trouver dans un rapport au combat passé, à ce qu'ont fait leurs anciens, dans cette généalogie, dans ces noms de bataille sur le drapeau et sur l'étendard. Et s'il meurt aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un hier, c'est pour qu'il y ait une continuité. La France, ce n'est pas un zapping, ce n'est pas un instant aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été et qui sera. Le soldat n'est qu'un instant dans ce qu'il sera, mais s'inscrit dans cette continuité. Sa mort éventuelle, ou le fait de tirer sur un adversaire, ce qui est contraire à toutes les lois, j'allais presque dire naturelles, depuis la nuit des temps. Tu ne tueras point. Et pourtant le soldat tue. Comment intégrer cela? Bien justement, en se mettant dans un ensemble qui le dépasse. Mais pour qu'il y ait cette acceptation, il faut qu'il y ait aussi un certain recul, une certaine compréhension. Et cette compréhension, elle sera possible par une culture générale, pour donner du sens à son engagement. Le militaire, il a besoin d'avoir du sens, de comprendre un certain nombre de choses et de replacer son action sur un temps long, avec, si possible, des référentiels, des modèles, des façons de faire.
S'il n'a que des compétences techniques, même excellentes, ce n'est qu'un technicien, ce n'est pas véritablement un soldat. Un mercenaire peut très bien être un bon technicien des opérations spéciales. Ça n'en fera pas un soldat de la nation. Justement parce qu'il ne s'intègre pas dans quelque chose qui le dépasse. Le soldat français doit prendre en compte son histoire, celle de ses anciens, qui va le porter dans une cohésion, dans une fierté. Il va prendre en compte tout ce qui est bien et positif de ce passé pour s'en servir et pour édifier son présent. Le mercenaire n'aura pas ce supplément d'âme, il va lui manquer quelque chose. Il va agir uniquement dans une technique, finalement sans état d'âme. Cette tradition militaire, cette histoire commune, elle se transmet en fait de deux façons différentes. D'abord d'une façon très naturelle, celle qu'on appelle l'exemplarité. Quand un jeune arrive pour la première fois dans le milieu militaire, il va regarder autour de lui, le premier qu'il va regarder, ça va être son chef. Et il va chercher à lui ressembler. Quand le jeune arrive dans l'institution, il se fait une idée, toujours un peu sublimée, du métier militaire. Donc il est en attente de quelque chose de grand. Et si on le tire vers le bas, la déception va être telle qu'il va se dire « je me suis trompé ». D'où l'intérêt de lui proposer des choses qui le tirent vers le haut, des valeurs qui le tirent vers le haut, et des choses qui lui disent finalement « c'est ce pourquoi je suis venu ». Parce que ça, je ne l'ai pas ailleurs, et je le trouve qu'ici. Alors, c'est la raison pour laquelle cette exemplarité au quotidien, cet idéal du chef qu'il va voir dans les premiers cadres qui sont autour de lui, elle doit être particulièrement bien ressentie de façon à ce que le jeune ait envie de ressembler à ce chef-là. Et ça peut être le premier petit caporal qui va l'accueillir dans sa chambre et qui va avoir vis-à-vis de lui tout simplement un langage de respect, d'accueil, et à le considérer dès le premier jour comme un frère d'armes. Il ne faut pas oublier qu'un jeune qui arrive, il a abandonné, il a décidé déjà d'abandonner son confort de vie quotidienne, d'abandonner sa vie d'avant, et il attend que dès le premier jour, on soit reconnaissant de cet effort qu'il a fait, d'abandonner sa vie familiale pour venir. Et le cadre qui arrive, il a quelquefois tendance à dire il faut qu'il mérite. Mais ce mérite, il va se faire tout simplement au quotidien par l'apprentissage, par le pas à pas de l'instruction. Une fois qu'on a mis des mots sur ces motivations, il faut se poser la question à quoi ça va servir. Donner du sens au métier à travers la transmission de ces valeurs-là va permettre aux soldats de préparer la façon dont il va combattre. Un soldat français, ça combat en portant des valeurs, celles de la société française, celles du citoyen français. Et ça nous amène à l'éthique au combat. Donc la transmission de ces valeurs-là va agir directement sur l'efficacité opérationnelle. Les Français ne comprendraient pas que leurs soldats ne se comportent pas au combat en portant les valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent. Ces valeurs, ce sont celles de l'exemplarité, de la dignité, du respect des populations, des valeurs qu'ils vont devoir utiliser et porter dans l'exercice du combat au quotidien. À partir du moment où on se bat pour son pays, pour sa patrie, pour protéger les enfants, les femmes, protéger une société, une nation, une civilisation, on a derrière un esprit commun qui va faire que la solidarité, la force du groupe va permettre de tenir probablement plus que l'adversaire qui, lui, n'aura peut-être que des motivations mercantiles ou autres. Si on ne sait pas, on fait des bêtises, d'où la nécessité d'un peu d'histoire et de culture générale. Et justement, ce n'est pas une affaire de grade. Le caporal doit le savoir autant que le lieutenant. Maintenant, parfois, peut-être, le lieutenant peut éclairer le caporal. Voilà, nous voici à présent au terme de notre parcours à travers l'histoire et les traditions militaires. Vous aurez compris qu'il ne suffit pas de transmettre des savoir-faire pour former un jeune soldat. Pour former un militaire, il faut d'abord et surtout développer son savoir-être pour consolider sa force morale. Cette mission fondamentale, c'est la vôtre, à vous, leur chef, qu'elle appartient, grâce aux outils qui vous ont été présentés ici. Car n'oubliez jamais qu'un soldat n'est pas qu'un homme de valeur. Il doit d'abord incarner ces valeurs qu'il doit défendre.
jusqu'au péril de sa vie.